Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Il y a le professeur David Dossé qui dit ses vérités au ministre Gilbert Barara. Oui les gars, si vous voulez tout savoir, je vous prie de regarder cette vidéo très attentivement jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, laissez-nous vos avis dans les sens commentaires. Sans plus tarder, let's go! Le passage du Togo de la 4e République à la 5e République n'a pas encore livré son dernier numéro. Le feuilleton suit tout simplement son bonhomme de chemin. Entre d'un côté les chantres de la 4e République, dont à leur tête aujourd'hui le professeur David Dossé, qui se retrouve toujours du côté de Bekondiedi pour des meetings, dont le dernier en date était le 26 mai. Et de l'autre côté, il y a également les promoteurs de la 5e République, dont le ministre Bawara, qui n'a pas manqué de faire une sortie récemment, il y a à peine quelques petits jours, sur la chaîne New World TV, où il a tenu à expliquer de long et à large ce qui a poussé à la fois l'Assemblée nationale et quelque part le gouvernement à soutenir cette 5e République. Mesdames et messieurs, pour ma part, je me ferai juste l'honneur, le plaisir pour vous de questionner ces deux démarches avec mon invité du jour, à la fois ce que le ministre Bawara a dit sur la chaîne New World TV et à la fois la lutte que le professeur David Dossé et ses coéquipiers, ses consorts sont en train de mener du côté de Bekondiedi, toujours dans le sens du retour à la Constitution de 92, ou alors le retour à la 4e République. David Dossé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, professeur, c'est votre première fois d'arriver ici au plateau, donc nous allons vous souhaiter bonne arrivée à la fin de l'émission. Mais déjà, on va tout droit vers les sujets qui intéressent beaucoup plus les Togolais. Tout de suite, je commence avec la dernière sortie du ministre Bawara sur la chaîne New World TV. Je veux le citer fidèlement et vous me direz ce que vous en pensez. Il dit, je le cite, on a adopté le régime de pluralisme politique et de démocratie sans vraiment s'interroger sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quelles sont nos réalités sociales, économiques, traditionnelles? Que voulons-nous? Quelle société voulons-nous avoir? Quel genre de bien-être et de progrès nous voulons atteindre ensemble? Nous l'avons pas fait, conclut-il. Monsieur Dossé, si tout ça n'avait pas été fait dans les années 90, avant l'adoption de la Constitution de 1992, mais finalement, qu'est-ce qui a été fait alors avant l'adoption de cette Constitution? Je crois que c'est extrêmement grave que de tels propos sortent de la bouche d'un ministre qui est là depuis plus d'une décennie. Si c'est maintenant qu'il faut se poser la question de savoir qui nous sommes, où est-ce que nous voulons aller en termes de progrès, en termes de développement, je crois qu'il faut s'interroger sur la manière dont les choses du pays sont conduites, puisque pour notre part, en tout cas, nous qui sommes citoyens, nous savons où nous sommes actuellement et nous savons ce que nous souhaitons pour le Togo. Où est-ce que nous sommes actuellement? Nous sommes dans un système de prédation. Nous sommes dans un système où la corruption est malheureusement systémique. Ce n'est même pas nous qui le disons, ce sont les données mondiales sur la corruption qui précisent que en 2023 en tout cas, le Togo était encore à la 129e place et le plus simple c'est de comparer le Togo au Bénin, le Bénin qui a pratiquement les mêmes réalités. Donc lorsque le Togo est à la 129e place au plan mondial, le Bénin arrive à occuper la 70e place. Oui, mais monsieur... Ce n'est qu'un exemple. Okay. Je finis avec justement où nous sommes. Il n'y a pas de part de vérité dans ce qu'il dit. Est-ce que tout ça a été fait? De part de vérité par rapport à... Non, il dit que à l'époque, en 90, le Togo n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que il voulait justement et quelles sont les valeurs que nous voulons atteindre, tout ce que je venais de citer. Est-ce que c'est vrai que ce travail n'a pas été fait avant d'adopter la Constitution de 92? Alors, ce que moi je dis, c'est que aujourd'hui, en 2024, il y a certainement une nécessité de savoir où on est pour pouvoir conduire la barque à bon port. Et tel que vous l'avez cité, j'ai le sentiment que c'est maintenant qu'on commence à se poser des questions sur qui nous sommes, où est-ce que nous voulons aller. C'est maintenant qu'on se pose des questions sur le niveau de développement de notre pays, le niveau de progrès de notre pays. Et je dis que c'est extrêmement grave puisque nous savons que le ministre Bawara est à son poste, en tout cas, est dans le gouvernement depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie. Je crois que quelqu'un avait dit qu'il avait atteint le record de 17 années dans un ministère.
Et je pense que ce ne sont pas des questions qu'il faille se poser aujourd'hui. Ces questions, il fallait se les poser depuis très longtemps. Est-ce que l'adage qui dit « vaut mieux tard que jamais » Alors, j'étais en train de poursuivre sur ma lancée en disant que nous savons où nous sommes justement. Nous n'avons pas attendu 2024 pour nous poser des questions sur où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et là où on est pose problème, là où on est et amène vraiment à se poser des questions par rapport à la gouvernance de notre pays et par rapport à la capacité réelle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de conduire justement la barque à bon port. Je vais parler de la corruption. Permettez juste que je fasse aussi un clin d'œil à la capacité du Togo d'assurer les finances nécessaires à son développement. Lorsque je vois le FMI qui prédit pour 2024, pour un pays comme le Togo qui n'a pas connu la guerre, un pays avec un peuple travailleur, un peuple paisible, on est à peine 9 millions d'habitants, donc un petit pays. Et lorsque le FMI prédit qu'en 2024, nous serons sur les 14 pays de la zone franc, nous serons à la 12e place. À mon avis, ce n'est pas très reluisant. Alors que vous avez des pays comme le Mali, comme le Niger, qui ont connu des sanctions, qui sont vraiment sous la chape de plomb du terrorisme, donc qui injectent beaucoup d'argent dans le terrorisme. Est-ce que c'est peut-être pas lié aux crises dont M. Bahara parle, parce qu'il disait tout à l'heure, enfin il avait dit chez nous que la Constitution de 1992 n'a pas mis le Togo à l'abri des crises. Bon, est-ce que, parce que pendant ce temps vous dites qu'il n'y a pas eu de guerre, mais le Togo a connu beaucoup de crises. Est-ce qu'on peut pas l'associer au fait que le pays soit autant en retard? Certainement pas. Une chose par contre est évidente, c'est que si le Togo se retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a un problème important en termes de gouvernance. Ça, je pense que c'est l'élément le plus évident. Il y a une situation, une gouvernance qui ne permet pas au Togo de se sortir justement de cette crise politique perpétuelle. Une situation de gouvernance qui ne permet pas au Togo de faire ce bond qualitatif au plan économique. Et le Togo émergent qu'on nous avait vendu pour 2030, c'est sûr que ça s'est rejeté au calendes grec. Il ne faut pas se leurrer. Un pays qui n'arrive même pas à maîtriser son énergie ne pourra jamais aller dans le sens de l'industrialisation pour son développement. C'est des choses évidentes. C'est le b.a.-ba de l'économie. Oui, et donc, il faut vraiment se poser des questions. Oui, je voudrais revenir toujours à la Constitution de 92. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'un des chantres, sinon le chantre principal en ce moment précis au Togo de cette Constitution. Vous l'avez encore organisé lors du meeting. Vous l'avez encore... ça a été une occasion de l'expliquer encore aux Togolais et puis la 4e République, tout ce qui va avec. Mais quand le ministre dit que la Constitution de 92, je le paraphrase, porte quelque part en elle-même les germes des différentes crises que nous avons connues ces temps-ci. Vous semblez réfuter ces champs d'arguments? Une chose est certaine, c'est que celle de la 5e République, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle est mise en œuvre, personnellement, je pense qu'elle est encore beaucoup plus délétère que toutes les insuffisances qu'on pourrait reprocher à la Constitution de 1992. Personne n'a jamais dit que la Constitution de 1992 est une perfection. Je pense que nous sommes tous conscients que, en termes justement de Constitution, il peut y avoir des évolutions en rapport avec le dynamisme de la nation, en rapport avec l'évolution de l'État, et il peut y avoir des situations qui nécessitent effectivement qu'on puisse réviser une Constitution. Donc en soi, vous n'êtes pas contre la révision de la Constitution? Nullement. Pourquoi est-ce qu'on serait systématiquement contre une révision si elle est bien conduite? Alors ici, ce qui se passe, c'est que on nous change de constitution. Je répète, on nous change de constitution, et je pèse mes mots, en utilisant une procédure de révision constitutionnelle. La constitution de 1992, comme celle de tous les pays qui se respectent, les pays démocratiques, la constitution de 1992 a prévu une procédure justement pour que, si nécessité il y a de modifier un ou deux aspects, que cela puisse éventuellement se faire à l'Assemblée, lorsque 4/5 des députés sont d'accord, mais si... Ce qui a été le cas. Je précise bien que là, je suis en train de vous expliquer la procédure pour une révision de constitution. C'est-à-dire que si on estime qu'il faut modifier un aspect qui n'est pas tellement important, mais qui peut se discuter à l'Assemblée nationale, et que 4/5 des députés sont d'accord, on peut accepter
que ça soit une révision qui soit entérinée. Mais lorsqu'il s'agit de changer la Constitution, et nous sommes justement dans une situation de changement de Constitution, puisque eux-mêmes disent que nous passons de la 4e à la 5e République, donc une simple révision ne le permet pas, c'est un vrai changement de Constitution, et la Constitution n'a jamais donné la compétence au Parlement de procéder en son sein à un changement de Constitution. Donc c'est une vraie fraude à la Constitution, c'est un renversement du régime constitutionnel de la 4e République, c'est illicite, c'est illégal, et ces personnes qui ont réalisé cela sont en porte-à-faux vis-à-vis de la Constitution de 1992, donc vis-à-vis de la loi fondamentale. Et le ministre, je veux encore une fois vous parler du ministre Barala, puisque il dit que de la période 70 à la période 90, marquée par la période de parti unique, parti-État, et après la période 90, en allant avec les transitions démocratiques qui débouchent sur ce que nous connaissons, il dit qu'il n'y avait pas eu véritablement un vrai débat avant même l'adoption de cette constitution. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un vrai débat. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est le vrai débat qui devrait y avoir lieu, qui a eu lieu, auquel vous avez d'ailleurs participé à la télévision, qui après s'est élargi au groupe organisé, au chef canton, etc. et tout? J'ai ri malgré moi parce que vous êtes certainement convaincu que ce que vous dites n'est pas la réalité. Alors, ce n'est pas parce que David Dossé a débattu sur un plateau de télévision avec 7 ou 8 personnalités du gouvernement qu'il y a eu un débat national. Lorsqu'on parle de débat national, il s'agit d'expliquer d'abord les vraies raisons qui conduisent à ce changement de constitution. On nous a parlé d'équilibre de pouvoir. Donc, ça veut dire que il y avait une situation de déséquilibre. Qu'est-ce qui illustre ou qu'est-ce qui matérialise cette situation de déséquilibre? Est-ce que l'exécutif avait le sentiment que pour pouvoir régler les problèmes d'électricité avec les délestages que nous vivons, pour pouvoir régler les problèmes de santé, j'en ai parlé la fois dernière au meeting, j'espère que vous aurez la possibilité un jour d'aller vers le service de maternité et de voir nos femmes, nos sœurs, nos filles, à même le sol, en train de faire leur travail d'accouchement. Est-ce que c'est l'ancienne constitution qui explique que lorsqu'il y a une grande pluie à Lomé, les gens ne peuvent plus vivre chez eux, les gens ne peuvent plus ouvrir leur boutique et s'occuper ensuite, grâce à leur petit commerce, de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants? Est-ce que il y a tellement de choses qui sont prioritaires et on se demande mais quel est le lien avec la nouvelle constitution? Si, en mettant en place ce nouveau régime constitutionnel avec une nouvelle loi fondamentale, on arrive à expliquer à la population que l'ancienne constitution, justement, en entraînant ce déséquilibre entre les pouvoirs, empêchait l'exécutif de réaliser ses ambitions pour le Togo, et que maintenant, avec la nouvelle constitution, grâce à telle disposition et à telle disposition, on va régler le problème de restriction de l'espace civique, on va régler les problèmes économiques, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. Mais je vous assure que nous, on serait les premiers à être derrière le gouvernement et à expliquer à la population le bien fondé de cette procédure. Mais quand on s'inscrit dans une procédure qui est totalement illégale, illégitime, non transparente, comment vous pouvez imaginer qu'un peuple puisse accepter, mais c'est du mépris à l'endroit du peuple togolais que nous sommes. Il faut le dire clairement. Vous savez, on n'insulte personne, on n'en veut à personne, mais il faut pouvoir appeler les choses par leur nom. Et ce qui s'est fait, c'est une façon de mépriser le peuple. Et quand on comprend le dessein ultime, on comprend effectivement qu'ils ont été obligés de faire ce passage en force. Il s'agit tout simplement d'amener par une procédure qui n'a aucune légitimité, une procédure totalement illicite, d'amener à une nouvelle constitution qui permet de consacrer définitivement la confiscation du pouvoir, puisque le président Faure, nous le savons maintenant, va occuper un poste pour lequel il n'y a aucune limite. Disons les choses clairement, ce n'est certainement pas fait dans le sens de garantir les intérêts du peuple. Mais Monsieur Dossé, lorsque vous dites qu'il va falloir qu'on explique aux Togolais en quoi est-ce que la 5e République, etc., pourra répondre aux défis sociaux, etc., je pense que lors de leurs explications, ils ont dit que les élections présidentielles, etc., permettront de faire des économies. Qui dit économie? Si on a assez de moyens, si on a assez d'économies, est-ce que cet argent ne pourra pas servir à régler les problèmes que vous citez là? La situation du Togo fait honte.
La situation du Togo fait honte. Et ceux qui le disent, eux-mêmes n'en sont pas convaincus. Si vous prenez, je voulais lire des passages d'un article qui avait été rédigé en 2012 par d'éminents professeurs qui aujourd'hui sont les chantres justement de la nouvelle constitution, pour vous montrer que à l'époque, malheureusement, bon, je n'ai plus mon portable, ce n'est pas possible, mais j'aurai la possibilité peut-être de revenir sur ces déclarations de ces éminents professeurs en 2012, où ils étaient encore du côté de la vérité, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans ce carcan gouvernemental, ils n'étaient pas aux affaires, ils n'étaient pas obligés d'avoir cette langue de bois qu'ils manipulent aujourd'hui, et donc ils avaient cette part de vérité. Et ils ont dit des choses par rapport à ces tripatouillages constitutionnels qui sont faits à dessein. Vous permettez? Oui, oui, allez-y. L'esprit des chantres de la nouvelle constitution, quand ils n'étaient pas encore aux affaires et quand ils étaient encore des penseurs libres. Je cite: la toute-puissance du chef de l'État, construite sur une présidence ad vitam aeternam, influe sur le respect des textes constitutionnels tels qu'originairement pensés par le peuple. Tout part de lui et tout revient à lui. La toute-puissance donc du chef de l'État. Je suis très puissant, je suis le chef de l'État et je peux manipuler les textes qui, à l'origine, ont été adoptés par un peuple. Qui sont précisément ceux qui sont derrière le texte, l'extrait que vous venez de lire? Bon, de toute façon, ils sauront se reconnaître. Et ce sont les experts universitaires. Oui, mais les téléspectateurs ont besoin de savoir des noms. Bon, alors là, par exemple, c'est un article portant sur l'idée de constitution en Afrique. C'est un article rédigé par le professeur Kokoroko. Je vous lis un autre passage. Et là, cette fois-ci, c'est le président de l'université de Lomé qui disait: quand pour faire, je cite, quand pour faire un changement de constitution, je reprends, quand pour faire un changement à la constitution, il faut un changement de constitution, la secousse est trop forte et dans cette secousse, la modification de quelque forme devient trop souvent la violation de tous les principes. Et ça vient du ministre Kokoroko? Non, du professeur Podar. Ok, du professeur Podar, président de l'université. De l'université. Il fait partie effectivement de ceux qui défendent la nouvelle constitution. Je lis encore un dernier passage peut-être. L'instrumentalisation de la constitution est une pratique consistant à procéder à la révision de la constitution, non pas pour l'adapter à une réalité à laquelle elle ne répondrait plus, mais plutôt à la conformer aux vœux du prince ou d'un personnage résolument déterminé à rester au pouvoir. Et ça vient de qui? Ce passage, je pense qu'il est toujours de Podar, mais je ne saurais l'affirmer. Mais en tout cas, voilà tout simplement des personnalités qui aujourd'hui sont vent debout pour défendre la nouvelle constitution, qui à cette époque n'étaient pas aux affaires, et étaient des penseurs libres, et qui s'étaient clairement exprimés sur ce genre de situation que nous sommes en train de vivre. Et ce dernier passage le dit clairement, c'est une instrumentalisation de la constitution, parce que là, on nous annonce une révision de la Constitution qui est faite dans le sens, bien sûr, de conformer la Constitution aux vœux du prince ou d'un personnage résolument déterminé à rester au pouvoir. Je crois que c'est sans commentaire. Oui, je veux fermer un peu la page barre avec cette dernière question et puis on va parler des meetings qui ont encore tenu le dimanche dernier. Quand le ministre dit que en 92 il n'y avait pas eu de consensus national autour de la Constitution de 92, mais que les acteurs avaient appelé quand même à voter ça juste pour sortir de la crise. Parce qu'il revient au peuple de décider. Et le peuple a voté à plus de 75% en termes de participation, avec plus de 95%, je crois, de majorité de oui. Oui, il a expliqué en disant que les acteurs ont appelé le peuple à voter juste pour sortir de la crise. Je ne vois pas la nuance. Donc, il n'y avait pas en soi un consensus, mais c'était du genre, bon, ok, faisons ça comme ça. Mais le peuple était informé de la situation qui consistait à voter une nouvelle constitution pour le Togo. Le peuple a eu le texte à disposition. Le peuple a écouté les explications qu'il y avait par rapport au nouveau texte de la constitution. Et une fois que le peuple a eu l'information, on a demandé au peuple de choisir. S'il y avait eu une majorité de non, ce texte n'aurait pas été adopté. Okay. Alors, je pense que c'est ça une procédure normale. Mais une procédure qui consiste à s'enfermer au Parlement, à dire que nous avons une majorité des 4/5 qui a
accepter de réviser la Constitution alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas dans un processus de révision, parce que eux-mêmes le disent, passant de la 4e République à la 5e République, quelle que soit la personne à qui vous l'expliquez, la personne vous dit « Ah, donc vous avez changé votre Constitution. Est-ce que votre Constitution donne compétence au Parlement de procéder en son sein à un changement de Constitution ?» Non. Et donc, il y a fraude à la Constitution. Disons les choses clairement. Monsieur David Dosset, vous continuez, malgré le fait que la Constitution a été adoptée en deuxième test, une deuxième fois le 19 avril dernier, puis promulguée le 6 mai dernier. Vous continuez de réclamer le retour à la 4e République. Et la dernière fois, vous avez encore organisé un meeting, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, le 6 mai dernier précisément, mais on constate que la mobilisation n'y est pas. Est-ce un désaveu ou un désintéressement des Togolais de cette question? Vous savez, lorsque vous faites face à une situation de coup d'État, et là c'est un coup d'État constitutionnel, il y a deux alternatives. Vous vous dites, on accepte, on entérine le coup d'État, et puis on continue dans cette situation où on aura toujours un système de malgouvernance, on aura un système de corruption systémique, etc., etc., avec les répercussions sociales que nous connaissons, ou alors on décide d'intervenir et d'agir. Et nous sommes justement dans cette posture de citoyens qui décident de prendre ses responsabilités et d'agir et de dire clairement ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on est lancé, bien sûr, nous savons très bien d'où nous venons. Nous savons que depuis 2020, il s'est passé beaucoup de choses qui ont détruit la mobilisation, qui ont détruit la volonté du peuple d'intervenir. Nous le savons, nous en sommes très conscients. Et dès le départ, nous avons dit que l'équation, c'est le niveau de mobilisation. Nous savons que la frustration, elle est partagée à tous les niveaux, dans toutes les localités. Là, nous avons eu une confirmation. Mais est-ce que le niveau de frustration va équivaloir à au même niveau de mobilisation? Et sur le terrain, bien sûr, mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant que vous avez eu la confirmation, que comptez-vous faire? Continuer comme ça avec les meetings auxquels les gens ne viennent pas, ou vous allez changer de stratégie? Une chose est certaine, c'est que entre le premier et le deuxième meeting, il y a eu beaucoup plus d'affluence. Et pour nous, c'est quelque chose de très encourageant. Le premier meeting, lorsqu'on le faisait, nous étions déjà en place, nous les organisateurs, à 14h. À 15h, il n'y avait encore personne. Et on se posait la question de savoir si ce meeting allait même tenir. Et je pense que vous avez vu les images, nous étions très, très, très loin d'être ridicules en termes d'affluence. Et pour nous, c'est un encouragement. Et j'ai rencontré un homme politique d'un certain âge, il y a 72 heures. Il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, le peuple est très découragé. Même si c'est 10 personnes qui viennent, n'arrête pas. Continue. Tôt ou tard, les gens sont tellement frustrés que tôt ou tard, les gens vont finir par se mobiliser, les gens vont finir par... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous battre pour une cause perdue d'avance? Parce que si les gens ne viennent pas, on a l'impression que ces personnes ont peut-être pris acte de la 5e République. Une cause perdue d'avance? Si vous partez à une bataille en estimant que la cause est perdue d'avance, je pense que là, vraiment, effectivement, vous êtes en situation d'échec. Mais nous ne sommes pas du tout en situation d'échec. Et j'insiste là-dessus. Le premier meeting et le deuxième meeting ont apporté, entre les deux, nous avons vu qu'il y avait eu beaucoup plus d'affluence. Aujourd'hui, nous sommes dans cette première phase qui consiste à continuer en termes de sensibilisation à aller vers le peuple togolais. Mais bien sûr, nous nous attendons à ce que la mobilisation progressivement se construise. En raison de ce que nous avons connu depuis 2020, il était utopique d'espérer aujourd'hui en 2024, dès les premiers meetings, avoir le niveau de mobilisation de 2017 et de 2018. Il y a un travail à faire en direction du peuple togolais. Nous sommes en train de le faire. Et bien sûr, nous n'allons pas que faire des meetings. Il y a d'autres choses qui sont prévues, sur lesquelles je ne vais peut-être pas encore insister sur ce plateau, mais sachez qu'il y a d'autres choses qui sont prévues. Monsieur David Dosset, si jamais on a tout oublié, en 30 secondes, qu'est-ce que nous devons retenir? Ce que nous devons retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une situation de coup d'État constitutionnel. Nous avons subi le renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Ça n'a pas été fait dans le sens des intérêts du peuple togolais. Ça a été fait dans le sens de servir, comme certains l'ont dit, les vœux ou les intérêts du prince ou de ceux qui l'entourent. Et le peuple doit se lever pour
mettre fin à cette forfaiture. Monsieur David Dossé, moi aussi je suis dans l'obligation de mettre fin à cette émission à cause du temps, mais merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé avec vous également, chers téléspectateurs, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas d'intérêt à produire des émissions, et c'est pour cela que j'implore la bénédiction du Tout-Puissant sur vous, en disant que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais. Je vous remercie et au prochain rendez-vous.